bonne fin d'après-midi. Je disais à Mme Joly, lorsque vous me présentiez, que j'étais inquiet. Elle me demandait, avez-vous le train? J'ai dit non, je suis inquiet. Est-ce que ça va? Ça va mieux? Bon, alors je suis inquiet, je suis d'autant plus inquiet que je ne parlerai pas exactement au départ du sujet dont a parlé le docteur Davignon. Encore plus inquiet. Alors voilà, d'abord, juste un mot sur l'éthique en partant, parce que ça s'appelle des enjeux éthiques, mais parce qu'on parle beaucoup d'éthique aujourd'hui, hein? La commission Charbonneau, autant la commission Charbonneau, n'importe où on parle d'éthique aujourd'hui. C'est le mot à la mode. Alors, moi, quand je parle d'éthique, voilà le sens que je lui donne. Je lui donne le sens que c'est bien vivre ensemble. Donc, c'est pas simplement bien vivre soi, c'est bien vivre ensemble. Et le philosophe Paul Ricoeur, lui, définit l'éthique de la manière suivante. Il dit, c'est la visée. Donc, c'est pas quelque chose qu'on réussit. C'est quelque chose qu'on cherche à obtenir. C'est la visée de la vie bonne avec et pour autrui. Donc, c'est pas simplement pour un autre, c'est avec les autres dans des institutions justes. Donc voilà l'idée de l'éthique telle que Paul Ricoeur la présente. Mais ce n'est pas simplement une visée, je crois qu'il faut ajouter un autre élément, c'est comment faire pour bien faire. Le bien faire, c'est la visée, mais c'est aussi comment on va faire pour réussir cette visée. Donc c'est un peu dans cette perspective-là que je vais me situer cet après-midi. Le plan que je veux présenter, c'est le suivant. D'abord, c'est là que je suis un peu loin du docteur Davignon. Je voulais vous présenter un peu les limites des discours actuels sur le vieillissement. Ça m'apparaissait important de faire ça dans une perspective éthique. Un deuxième point, je voulais élaborer un discours citoyen autour du vieillissement. Et troisièmement, et là je vais en arriver aux inquiétudes d'André d'Avignon, est-ce qu'il faut abolir le vieillissement? Alors voilà la perspective, différentes perspectives que je veux traiter. Donc mon premier point, c'est la limite des discours actuels sur le vieillissement. C'est le général de Gaulle, Charles de Gaulle, hein, qui disait « La vieillesse est un naufrage ». Mais naufrage pour qui? Naufrage pour l'individu qui vieillit, ou naufrage pour la société qui est prise avec les vieux qui vieillissent. Mais c'était les deux. À la fois, je pense qu'aujourd'hui, on pense beaucoup en termes, au fond, des deux, puisqu'on fait tout pour ne pas vieillir. Hein? On parle de l'anti-âge. C'est comme s'il fallait supprimer l'âge. Mais c'est aussi un poids pour l'avenir de nos sociétés, tel que ça se passe actuellement, le vieillissement. Et je crois que si De Gaulle disait la vieillesse est un naufrage, il disait aussi, tout de suite après cette phrase-là, il avait la suite de la phrase, qu'on a toujours oubliée. Vous voyez le général de Gaulle là, qui écrit ses mémoires et qui dit « Pour que rien ne fût épargné, la vieillesse du maréchal Pétain allait s'identifier avec le naufrage de la France. » C'est la phrase de Gaulle. Donc, il met en lien les deux aspects. La dimension de l'individu vieillissant qui conduit, en quelque sorte, au naufrage de la communauté ou de la société. Et rapidement, maintenant, c'est des choses que vous connaissez. Pour parler encore de ce naufrage, je pense cette petite partie ici, c'est ce que j'ai présenté à l'AREC, c'est l'Association des retraités de l'éducation du Québec. Je suis allé dans plusieurs régions, ils me demandaient
de parler sur le vieillissement, et j'avais une partie qui parlait sur les discours sur les vieux. Au fond, ils témoignent d'un sombre avenir pour la société. Donc, premier nuage, le système de santé est en péril. Deuxième nuage, les vieux vont vider les caisses de retraite. Et troisième nuage, les jeunes générations, il faut qu'elles se mettent au travail pour payer les retraites et les soins de santé. C'est souvent, et surtout avec la commission d'amour qui a remis son rapport, c'est des choses qui sont revenues à l'état de discussion ces jours-ci. Donc, le message que la société envoie aux personnes âgées, je cite ici un professeur du Collège de France, qui est Anne Fagot-Largeau, qui est la première bioéthicienne française, en quelque sorte. Elle dit, comment on peut résumer le message que la société envoie aux vieux? C'est dégage dignement, ne t'accroche pas. Et elle continue en disant, la conclusion que la personne âgée en tire, elle, c'est la personne âgée, la conclusion qu'il en tire, s'il a conservé sa lucidité, c'est qu'il y a un moment où il doit partir, il doit s'effacer. Voilà. Moi, je pense que ce sont des discours qu'on entend, ce sont des discours même, mais ce sont des discours incomplets. Le vieillissement de la population, dans le fond, il est en train de se reproduire partout dans le monde. Je pense qu'il faut. Et les meilleures conditions de vie entraînent l'abaissement des naissances, l'abaissement des morts prématurées et l'accroissement des personnes âgées. De sorte que le vieillissement des populations, moi je dis, c'est le progrès. C'est l'avenir du monde. Et non pas l'inverse. Et des discours incomplets aussi sur les soins, je vais vite là-dessus. Les vieux, moi j'ai 75 ans, alors je ne peux plus me mettre dans les vieux, hein, surtout à partir de M. Damour qui nous met à 75 ans. Donc les vieux, j'aime bien ce terme, les vieux ne sont pas la cause principale de l'augmentation des coûts de santé. En réalité, c'est Dr. Béraud, dans l'Actualité médicale, qui écrivait en 2008, « C'est une idée morte ou une diversion que les politiciens ne veulent pas enterrer et que répètent les professionnels des soins et les médias. » Voilà ce qu'on dit ici. C'est bon. Des données plus nuancées. D'abord, la longévité accrue en bonne santé, elle n'est pas due à la seule médecine, mais à des meilleures conditions de vie. Et ce n'est qu'à partir de plus ou moins 85 ans aujourd'hui que vraiment croissent les incapacités et non plus 65 ans comme c'était autrefois. Et ce sont les 2 dernières années de vie qui sont dispendieuses et non pas l'ensemble des années de vie. Donc, données plus nuancées aussi, selon l'Institut canadien de l'information sur la santé, dans son rapport de 2011, on dit que les coûts des soins d'une personne âgée ou d'un jeune qui est proche de la mort, elles sont comparables. Ça ne coûte pas plus cher à un vieux qui meurt qu'un jeune qui meurt. La consommation moyenne des soins, celle-là est très intéressante. Les gens de plus de 80 ans, elle est plus basse que chez les gens de 50-79 ans. Donc, comme si à 80, on avait atteint comme un palier, et là, on était bien. Mais on a commencé à vieillir un petit peu plus tôt, et là, on a des problèmes de prostate, des problèmes de ci, des problèmes de ça, qui ne sont pas des problèmes majeurs, mais on a commencé à avoir un certain nombre de faiblesses. Et l'ICIS dit la consommation des gens de plus de 80 est comparable à celle des gens de 40 ans. C'est intéressant à savoir. C'est optimiste, au fond, pour les gens qui sont plus âgés. Le vieillissement, dit l'ICIS aussi, dit la pression sur les coûts des soins est faible en comparaison d'autres causes. Par exemple, l'inflation, les coûts des technologies, l'augmentation des salaires des professionnels. Or, le vieillissement ne conduit qu'à 1% d'augmentation des coûts par année.
Alors que tous les discours, à partir de même du ministre actuel de la Santé et des Services sociaux du Québec, c'est toujours centré sur les personnes âgées. Alors qu'il y a un ensemble d'autres coûts, comme les technologies en particulier, qui sont extrêmement dispendieuses, et aussi l'augmentation des salaires des professionnels. Donc, pour la retraite, on peut dire la même chose. La fin de vie professionnelle, c'était la définition qu'on donnait de la retraite, hein, c'est la fin de vie. Est-ce que ce n'est pas une définition dépassée quand on regarde comment les choses se passent, que la retraite, ce soit la fin de la vie professionnelle? De l'autre côté, la majeure partie de la vie, on va la passer à la retraite pour un certain nombre de gens. Si on prend la retraite à 55 ans, ça veut dire que déjà, la majeure partie de leur vie sera celle de la retraite. Ça peut poser des questions. Et en 2023, il y aura 2 travailleurs pour un retraité. Alors, le maintien en emploi, ça devient un enjeu éthique, un enjeu social. Et la liberté 55, ça, on peut se poser une question. Hein? Est-ce qu'il est acceptable de se retirer à 55 ans pour jouir de sa vie? Ça, c'est une question qu'on doit vraiment poser dans une société. Est-ce qu'il est acceptable d'avoir une vie de retraite de longueur égale à la période de travail? Est-ce que c'est moral d'avoir une période de vie de retraite aussi longue que la période de travail? Et la revue Horizon, en 2003, disait « Puisque nous vivons maintenant plus longtemps, ne devrions-nous pas aussi travailler plus longtemps au lieu de prendre plus tôt notre retraite ?» Et la commission d'Amour, on le voit bien aujourd'hui, c'est un peu dans cette direction-là qu'on s'en va. Mais toute la question va se poser sur un plan de société, c'est quel type de travail on va développer dans cette société. Moi, je pense aux enseignants qui font un travail et s'il faut qu'ils demeurent jusqu'à 75 ans au travail, on se dit, c'est aussi quelque chose d'inégal, d'injuste en quelque sorte, ou d'impossibilité même. Hein? Alors, donc, on est renvoyé à des questions sur l'organisation même de la société, et non pas simplement qu'est-ce qu'on fait avec les vieux. Ça nous renvoie à toute l'organisation de la société. Et c'est pour ça que je crois qu'il faut, c'est le deuxième point, il faut élaborer un nouveau discours citoyen sur cette question. Là, moi qui ne suis pas très fort en informatique, je ne comprends pas comment j'arrive à faire cette diapositive, mais elle était toute prête, j'avais qu'à remplir, le titre est en bas, mais c'est les joies de l'informatique. Donc, ce que je viens de vous présenter, on conteste au fond les discours que l'on fait sur les personnes vieillissantes au nom de la justice. Et je voudrais vous montrer, au fond, ce qu'on dit, par exemple, quand on dit l'agisme, il faut s'opposer à l'agisme, il faut s'opposer aux discriminations, parce qu'on dit qu'affirmer et défendre les droits des individus, c'est un devoir. Et c'est très juste. Les sociétés modernes, pourquoi se centrer sur les droits? Parce que les sociétés modernes reposent sur les droits. Au fond, ce qui unit une société, ce sont les droits. Autrefois, ce qui unissait les sociétés, c'était ce qu'on appelait chez Aristote le bien, c'est-à-dire des valeurs, qui n'étaient pas fondamentalement des valeurs juridiques, mais c'était la vie ensemble, le plaisir d'être, développer la société. Mais aujourd'hui, ce qui nous unit, la seule chose qui nous unit vraiment dans une société, ce sont le respect des droits de chacun. C'est la seule chose, en quelque sorte, qui fait l'unité d'une société. Tellement nous sommes en ce temps. Et c'est pour ça que les sociétés modernes reposent sur le droit et non pas maintenant sur le bien. De sorte que dans un monde qui vieillit, ce qui est important, c'est d'avoir des infrastructures adaptées aux personnes âgées, d'avoir des conditions de vie décentes, parce que ça correspond justement à une justice pour les gens qui ont moins et qui sont en perte. Donc,
Jusqu'ici, on développe beaucoup un discours centré sur la justice. Je crois qu'il faut aller à un autre niveau et développer un discours de solidarité. Oh. Maintenant, il faut pratiquer un dialogue citoyen à propos d'un monde qui vieillit. C'est-à-dire, je vais expliquer un peu dans l'autre diapositive ce que c'est qu'un dialogue citoyen. Là, au fond, il faut passer à une autre étape où ce ne sont pas les personnes, tel groupe, qui demandent, qui exigent à l'ensemble de la société. Il faut finalement que la société tout ensemble, se mette tout ensemble au fond pour réaliser quelque chose et non pas un groupe par rapport à un autre groupe, comme nous avons tendance à faire dans Devoir hier, par exemple. Il y avait des articles disant les jeunes générations sont oubliées dans toute la question de la retraite, etc. Oubliez-nous pas, etc. Donc, on est en train de développer des luttes entre les groupes dans la société. Alors qu'il faut développer un discours de solidarité. Il faut passer de la crainte économique à la vie ensemble. Et finalement, il faut essayer de penser qu'est-ce que c'est qu'un monde qui vieillit. Ça va créer une nouvelle culture, au fond. Et ça, on n'a pas beaucoup pensé encore. On dit, bon, moi, j'ai des exigences, j'ai des besoins, mais il faut penser que le vieillissement des populations va créer une nouvelle manière d'être ensemble, de nous retrouver ensemble, d'avoir des intérêts divergents, mais quand même, il va falloir penser en termes d'une société ensemble. Il va falloir réinventer le monde, en quelque sorte. Un monde en intégrant les plus âgés en tant que citoyens actifs. Et j'en arrive à ce que j'ai appelé le dialogue citoyen. Je pense que citoyen, il y a deux sens au mot. La citoyenneté, en premier sens, j'ai le droit, en tant que citoyen, j'ai des droits au fond. Des droits d'être protégé. D'être protégé, d'avoir la liberté, d'avoir le droit de parole, d'avoir une vie décente. Ça, c'est des droits que j'ai. Et ça, c'est rattaché au fait que je suis un citoyen de tel pays. Mais il y a un second sens à citoyen. Un citoyen, c'est quelqu'un qui a la capacité effective à agir, à penser, à participer. Donc, il n'y a pas simplement quelque chose qu'il doit aller chercher. Il y a aussi une capacité de faire, de dire, et dans le fond, de créer quelque chose. Et ça s'appelle l'égalité. Et ça s'appelle l'égalité de capacité. Qu'est-ce que c'est le mot, la capacité? C'est un mot à la mode qui ressort ces temps-ci. C'est un philosophe et économiste prix Nobel qui s'appelle Amartya Sen, qui aussi, il y a une américaine, une philosophe et juriste qui s'appelle Martha Nussbaum. C'est très à la mode actuellement dans les milieux intellectuels. Et alors, ce qu'ils nous disent, ces gens-là, jusqu'ici, on a pensé en termes d'égalité. Par exemple, vous avez l'égalité face à la loi. Hein? Chaque citoyen est égal devant la loi. Mais ce n'est pas vrai que chaque citoyen est égal devant la loi s'il n'a pas eu les capacités de se réaliser en tant que personne. Donc, ce vers quoi il nous faut travailler, ce n'est pas seulement vers l'égalité, c'est l'égalité de capacité. Ça veut dire l'égalité de donner ce que cette personne a besoin pour se réaliser. Et Martha Nussbaum, qui est une Américaine, mais qui a beaucoup travaillé aux Indes, avec les femmes indiennes, montre par exemple que lorsque on donne une petite éducation, ne fût-ce qu'une petite éducation aux femmes pour les rendre capables de se sentir libres et de s'affirmer un peu, ou d'aller chercher de l'argent avec tous les microcrédits, ça vous donne une liberté. Ces femmes sont capables de se tenir, de dire la parole, sont capables de s'affirmer, de ne pas être dépendantes. Donc, en créant des conditions
au fond, on donne des capacités. Donc, c'est par ce passage-là, c'est ça qui s'appelle la capacité. Donc, ce vers quoi il nous faut organiser la société, c'est le dialogue citoyen, c'est d'en développant une égalité de capacité. Est-ce que vous voyez un petit peu là, ce que j'essaie de dire? Et cette égalité de base, au fond, il ne faut pas l'oublier, elle est mise en cause. Elle est mise en cause par des individus qui se constituent en catégories séparées. Toute la question aujourd'hui de la financiarisation, c'est-à-dire les gens qui ont des très gros salaires, immenses salaires, qui ont droit toujours à avoir plus de salaire, on le voit bien actuellement, et qui ont tous les droits, paradis fiscaux, offshore, etc. Donc, on crée une société qui est de plus en plus inégalitaire. Or, et en même temps, il y a d'autres individus qui, eux, sont discriminés. Donc, on sépare de plus en plus. Alors, je crois que l'exigence éthique contemporaine, c'est celle de développer la solidarité. Ça, c'est un enjeu majeur. Sinon, les personnes âgées et les autres citoyens perdront de plus en plus leur capacité à s'exprimer humainement et à vivre humainement. Donc, il faut penser et agir en citoyen. Mais le défi, je pense que c'est un dialogue qui semble difficile. On ignore ce qu'est un monde qui vieillit. C'est la première fois dans l'histoire que des sociétés vieillissent comme on vieillit. On a vu une période difficile de l'histoire, on le voit bien avec ce qui se passe ces temps-ci. Les discours sont durcis. Je pensais au printemps passé, au printemps érable, comment, même si les gens ne parlent pas beaucoup au Québec, on dit on ne veut pas de débat, mais comment les gens sont restés tendus sur les différentes positions. C'est très marqué, je trouve, cet aspect-là. Donc, il faut passer du paternalisme de la société à une approche capacitaire, c'est-à-dire aider les gens à devenir plus capables. Donc, c'est le maintien du lien social. Là-dessus, je vais passer maintenant, parce que je ne vais pas parler trop longtemps. Le troisième point, j'en viens vraiment à quelque chose de peut-être qui vous intéresse le plus, c'est faut-il abolir le vieillissement? Qu'est-ce que ça veut dire? Actuellement, nous sommes dans une tendance anti-âge. Il faut supprimer l'âge. Et en particulier, c'est comme si on disait, pendant longtemps, ou dans des fois, tu vieillis bien. On m'a dit ça quand je suis arrivé cet après-midi. Je vous dirais que bien vieillir dans ce contexte-là, ça n'existe pas. On ne peut que mal vieillir. Parce que pourquoi? C'est la perte de multiples capacités. Même si vous pouvez encore courir, si vous voulez faire du vélo, si vous voulez faire ça, quand même, vous en perdez tout le temps. Un petit peu là, un petit peu là, un petit peu là, puis c'est un petit mal ici, puis bon, etc. Alors, la médecine générative dont je vais parler, elle me dit le corps âgé, il est malléable. Donc, c'est pas obligatoire qu'il soit toujours en décroissance. On a moyen de l'améliorer. Il est malléable, donc on pourra faire des choses qui vont faire que l'âge n'existe plus. Donc, la vieillesse, c'est une maladie à vaincre. C'est le projet de la modernité occidentale et qui a commencé au XVIIe siècle. Donc, ce n'est pas quelque chose du XXe siècle, c'est quelque chose qui a commencé au XVIIe siècle. Je vais un petit peu en parler. Ça ici, c'est Francis Bacon. La photo que vous voyez ici. C'est pas un médecin, c'était un juriste, philosophe, chancelier du Royaume d'Angleterre et qui est le penseur de la médecine moderne. Et qu'est-ce que disait
Francis Bacon. Il disait, notre but, jusqu'ici la médecine, elle a parlé. Elle a dit des choses, mais elle n'a rien fait. Hein? Jusqu'au 7e siècle. Mais le projet de la médecine moderne, c'est nous allons nous rendre maîtres et possesseurs de la nature. Nous allons contrôler la nature, nous allons la maîtriser, de sorte que nous allons pouvoir prolonger la vie indéfiniment. Donc voilà le projet de la médecine moderne. Et l'objectif, disait Francis Bacon, dans l'accroissement des sciences, c'est de vivre en bonne santé jusqu'à un âge avancé. Et donc, allonger la vie, c'est le vrai progrès. Donc, le progrès occidental, moderne, c'est allonger la vie. Voilà ce qui anime la culture occidentale. Et Benjamin Franklin, qui était notre voisin au fond, hein, qui était aux États-Unis, et qui a vécu un siècle plus tard, après Francis Bacon, écrivait à un de ses amis qui s'appelait Priestley, un chimiste, et écrivait ceci. Les progrès rapides que fait la vraie science me font regretter d'être né trop tôt. Grâce à des moyens efficaces, toutes les maladies pourront être évitées ou guéries, sans faire exception, de celle qu'est le vieillage. Donc, le vieillage, déjà, au XVIIIe siècle, vieillir, c'est une maladie. Et nos vies seront allongées selon notre bon plaisir même, selon notre bon plaisir, même au-delà de la norme antédiluvienne. Donc voilà ce qu'écrivait Benjamin Franklin à Priestley en 1790. C'est très, très contemporain, hein, comme façon de penser. Donc la médecine moderne rêve d'une longévité sans fin. Donc la tendance de la médecine, c'est d'allonger la vie. Il y a deux voies qui sont privilégiées. Première, vaincre la mort, ce qu'on appelle le post-humanisme ou le transhumanisme, dont je vais parler un petit peu. Et l'autre, c'est vaincre le vieillissement, c'est ce qu'on appelle la biogérontologie. D'abord, le post-humanisme. Vous voyez ici, là, vous avez la photo d'un livre, la page couverture du livre d'Antoine Robitaille, qui est maintenant rédacteur au Devoir, qui s'appelle « Le nouvel homme nouveau ». Et l'autre, c'est Céline Lafontaine, qui est une professeure de sociologie ici à l'Université de Montréal, et qui a écrit un bouquin très remarqué qui s'appelle « La société post-mortelle ». Donc, la société qui vient après que nous ayons vaincu la mort. C'est deux petits livres intéressants. Donc, c'est quoi le post-humanisme? C'est la recherche de nouvelles formes de vie, les nanotechnologies qui sont très à la mode ces temps-ci, qui aussi, c'est l'accroissement des capacités mentales et physiques. On va pouvoir télécharger la conscience humaine. L'ingénierie à grande échelle, la génétique, etc. Tout ça, ces nouvelles formes de vie vont nous permettre de dépasser l'être humain actuel, parce qu'on va recourir aux nouvelles sciences, les nanos, génomiques, etc. Et ça va faire un complet renouvellement de l'être humain. L'être humain ne sera plus ce que nous avons été. Et les gens qui viendront après nous ne nous reconnaîtront pas. Donc ça, c'est un courant. Et qui est très à la mode. C'est vous qui avez des ordinateurs, Internet, le web, et qui savez faire marcher ça, parce que moi, je ne réussis pas toujours. Vous allez sur les sites Internet, sur post-humaniste, transhumaniste, vous voyez des choses extraordinaires sur ce que nous allons, ou ce que nous croyons que nous allons devenir. Nous ne mourrons plus. C'est-à-dire, on ne peut pas parler d'immortalité, parce qu'il y en a encore qui vont mourir. Accident de la route,
Mais ça sera des accidents. Puis il y en a qui vont vouloir mourir aussi. Donc, ils ne voudront pas aller vers cette nouvelle forme d'humanité. Mais ceux qui iront vers cette nouvelle transhumanité, ils ne mourront plus. C'est post-mortel, c'est après la mort. Vous voyez l'idée là qui est là-dessus. Maintenant, j'en viens à la biogérontologie. Donc, on parlait beaucoup de la gérontologie. Maintenant, dans certains milieux, on parle de la biogérontologie. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des études des bases biologiques du vieillissement et de la sénescence. Au fond, c'est la médecine, c'est la biologie qui prend en charge le vieillissement. Et la pertinence de la biogérontologie, c'est extrêmement important, compte tenu des défis démographiques qui sont les nôtres. Ça va permettre de ralentir le vieillissement. On va créer des programmes de prévention reliés à l'âge. On va retarder la retraite, puisqu'on va être en bonne forme. Et tout ça va permettre d'abaisser les coûts du système. Qu'est-ce que donne le dividende de la longévité? Donc, actuellement, on dit on va retarder de 7 ans le processus du vieillissement. Donc, quand nous aurons 50 ans d'âge, nous n'aurons au fond que 43 ans d'âge. Donc, c'est là qu'on peut être aujourd'hui comme succès, mais on va aller plus loin. Mais pour le moment, on pourrait réduire au fond ou de retarder le processus du vieillissement de 7 ans. Donc, ça veut dire qu'on sera beaucoup moins malade. La morbidité va baisser. Et ça va diminuer les coûts de santé, puisque c'est un âge plus avancé que les coûts augmentent. Mais, comme nous dit Olshansky, pour atteindre ce but, il va falloir commencer la prévention à 40 ans. Donc, à 40 ans, vous allez commencer à vous prévenir contre votre vieillissement. C'est ça que vous voulez faire de votre vie. Donc, le dividende de la longévité, maintenant, les promoteurs ont un discours plus ou moins ambigu. Réduire la période des maladies reliées à l'âge sans allonger la vie. C'est-à-dire qu'ils disent, là, aujourd'hui, on va mourir à 85 ans ou à peu près, de sorte qu'il s'agit de nous garder en bonne santé jusqu'à 85 ans, et là, on pourra mourir. Parfois, le but, mais c'est pas clair, justement, parce que des fois, ils disent on va arrêter le vieillissement humain, c'est juste ça qui nous intéresse, et à d'autres moments donnés, ils disent oui, mais comme effet secondaire, ça veut dire qu'on va aller vers la post-humanité. Donc, on ne mourra plus. La post-mortalité, si vous voulez. Donc, c'est pas toujours très clair, c'est... Et pourquoi on peut parler maintenant de biogérontologie? C'est parce que la biologie du vieillissement nous a appris un certain nombre de choses. Ce qu'on ne croyait pas avant. C'est le niveau moléculaire va effectivement nous conduit au vieillissement, la sénescence qu'ils appellent, parce qu'il y a de plus en plus de molécules endommagées. Mais au niveau génétique, nous ne sommes pas programmés à mourir. Voilà ce que nous avons découvert. On nous disait toujours que nous étions programmés à mourir. Ils disent non, nous ne sommes pas programmés à mourir. Le vieillissement n'est pas génétiquement programmé. Mais évidemment, il y a des composantes génétiques dans le vieillissement, mais ce n'est pas une programmation. Donc, si on est capable de contrôler les composantes génétiques qui conduisent un chacun à être plus faible ci et là, donc on va pouvoir vaincre le vieillissement. Et au fond, vieillir biologiquement, ce n'est pas une fonction biologique. Vieillir, ça n'appartient pas à la personne, à l'individu, au corps. Vieillir, c'est un déclin fonctionnel. C'est des choses qui tombent, il s'agit de les réparer. Et si on les répare, pouf, parfait. Donc, la critique que l'on peut faire de la biogérontologie, c'est de promouvoir une image pathologique, au fond, des personnes qui vieillissent. Pourquoi? Parce que dès qu'on vieillit, il va falloir penser, et on commence à vieillir, de se mettre sous la gouverne de la médecine.
Donc, toute notre vie, notre corps sera médicalisé pour ne pas vieillir. Nous avions rêvé de nous séparer de la médecine pour aller vers la nature. Là, au fond, il va falloir être encore plus dépendant de la médecine pour justement nous protéger contre le vieillissement. Donc ça, c'est une image très négative au fond de nous-mêmes. Et aussi, une autre image pathologique, c'est que la capacité et l'individualité de chacun n'existe plus. Au fond, on vient réparer et on est comme une machine au fond. Et à mesure qu'une partie faiblit, on remplace ce morceau-là et on recommence. Donc, c'est comme s'il n'y avait plus d'individualité, et de capacité de la personne. Une question qui commence à sortir, on va voir dans les études, est-ce que ça va coûter cher? Donc, on revient au même problème des coûts des soins. Est-ce que c'est réservé à quelques-uns, à ceux qui ont des paradis offshore, par exemple, ou bien si ça sera ouvert à tous, et comment on va financer cette nouvelle médecine? Et on ne dit rien dans cette médecine gérontologique sur le problème, justement, des inégalités de santé qui sont réelles, hein? Rien sur les déterminants de la santé. On parle souvent des déterminants de la santé, surtout en santé publique aujourd'hui, les 4 déterminants de la santé. Là, il n'y a rien là-dessus, rien sur le social, il n'y a rien sur l'environnement. C'est comme si on était vraiment toujours dans des dimensions purement techniques, scientifiques, au sens étroit du terme. Il y a un autre courant par rapport au vieillissement. Les gens qui disent, écoutez, est-ce qu'il faut abolir l'âge? Il y a un autre courant qui dit, non, le vieillissement, c'est une étape de la vie. L'âge n'est pas une maladie. Et c'est Daniel Callahan qui écrivait en 87, la vraie question, c'est pas savoir si nous réussissons à augmenter la durée de vie des personnes âgées, c'est de savoir si nous faisons de la vieillesse une période de vie décente et honorable. La voie pour atteindre cet objectif, ce n'est pas une vie plus longue ou des technologies qui prolongent la vie. Donc, c'était la position de Daniel Callahan, qui est le fondateur du centre Hastings, c'est le fondateur d'un centre, le premier centre, finalement, de bioéthique aux États-Unis. Et Moody, qui est un gériatre américain, dit « Les aînés eux-mêmes nous indiquent que limiter les traitements qui allongent la vie de manière à favoriser la qualité de la vie est un choix moral tout à fait acceptable pour les personnes elles-mêmes. Elles veulent bien vivre, mais elles ne veulent pas des poursuites à l'infini. » Donc, c'est une autre conception du vieillissement. Et vous avez donc deux visions aujourd'hui du vieillissement. Vous avez une vision classique puis une vision contemporaine. Encore une fois, le titre ici est en bas. Puis ici, ça a du sens puisque c'est la question, hop. La vision classique, c'était que vieillir, ça donnait la sagesse, gain d'expérience. Il y avait des pertes, évidemment. Et la médecine, la gériatrie en particulier, mais la médecine en général aussi, reconnaissait que l'âge apportait un déclin et les soins gériatriques et la gérontologie nous aidaient à passer à travers ce déclin pour demeurer encore une personne qui était humaine, qui était accompagnée, etc. C'était l'idée qu'on se faisait et le rôle de la médecine, à mesure qu'on déclinait, et le rôle des soins, c'était d'assurer la qualité de la vie à la personne. C'était l'idéal qui était là. La vision contemporaine, c'est que le déclin est irréversible. On n'a rien à gagner avec ces pertes. Donc la médecine doit régénérer les parties attaquées. C'est la médecine de l'anti-âge. Il n'y a plus d'âge, en quelque sorte. Et on peut se poser la question en écoutant nos inquiétudes, nos angoisses, nos débats,
si on sait encore qu'est-ce que c'est que vieillir, quelle direction on va prendre, qu'est-ce est-ce que comme société, on sait ce que c'est? Quelle voie choisir? Est-ce qu'il faut choisir l'anti-âge ou l'âge comme étape de la vie? L'anti-âge, ça nous conduit vers la non-mort. Elle nous conduit aussi, ce que j'appellerais la mort du progrès. Puisque lorsque nous serons nous ne serons plus que des vieux, je pense qu'il n'y aura plus beaucoup de dynamisme dans nos sociétés et il n'y aura plus d'avenir parce qu'on ne saura plus quoi faire. Au fond, il n'y aura plus d'idéal, il n'y aura plus d'énergie, etc., créatrice. Donc, pour certains, la non-mort, c'est la mort du progrès. C'est la mort du dynamisme des sociétés et des civilisations. L'âge, comme étape de vie, vieillir, c'est une étape de vie, et c'est la maîtrise du progrès. En quel sens c'est la maîtrise du progrès? C'est que si nous acceptons de vieillir, ça veut dire que nous allons faire des choix, de dire ces technologies, telle et telle technologie, ne correspond pas à ce que nous voulons. Nous voulons privilégier d'autres techniques, nous voulons faire d'autres choix, et peut-être nous voulons moins des hautes technologies de pointe, et nous voulons plus des technologies qui nous permettent de rester à la maison, des technologies plus soft, on pourrait dire, là, plus proches de la vie, par exemple. Donc, c'est nous qui allons choisir. Donc, il y a comme un gain ici, et il y a comme une affirmation humaine de liberté, en ce qu'il n'y aurait pas dans le premier sens que... Voilà, donc ça nous donne quelle voie choisir. On est pris avec ça. Et c'est là que j'ai absolument pas répondu à votre question, mais que je vous ai posée en guise de conclusion. Peut-être qu'il y a un peu d'espoir ici. Si la vie en société témoigne d'intérêts divergents entre les composantes, je reviens à ma définition de l'éthique, cette vie ne sera bonne que si les composantes se sentent reconnues comme acteurs essentiels. C'est-à-dire que si toutes les parties de la société ont leur mot à dire, même à mesure qu'elles faiblissent. Donc, c'est une diapositive que j'ai passée tout à l'heure pour aller vite, mais c'est ça que je voulais dire ici. Donc, il faut jusqu'à la fin être reconnu comme acteur essentiel. Voilà, je termine là-dessus. Je vous remercie de votre attention.